pense que quand il fait des déplacements et qu'il est attendu par des manifestants d'extrême gauche qui, ça et là, s'associent avec la racaille et que personne n'est là pour dire que c'est un vrai scandale d'empêcher quelqu'un d'aller dans une ville d'y prononcer un discours, les mêmes qui traitent d'extrême droite tout ce qui n'est pas eux, leur silence pose quand même question. Je pense que de ce point de vue, le système qu'Éric Zemmour combat, ce système idéologique, on va dire gaucho-progressiste qui gouverne la France, qui gouverne aussi un certain nombre d'autres pays, mais qui gouverne aussi certaines municipalités, au départ ne croyait pas trop en Zemmour. Quand Zemmour s'est mis à progresser dans les sondages, eh bien, il a mis je dirais, toutes ses défenses en alerte. Et plutôt que de débattre et d'autoriser Éric Zemmour à le faire, il a simplement choisi de l'interdire de le faire. On a l'exemple de ce qui s'est passé à Londres, où effectivement la Royal Institution a refusé de louer la salle prévue à Zemmour et à la dernière minute. À Genève, la maire progressiste refuse de lui prêter une salle. À Marseille, vous avez des manifestants antifa qui sont là pour interdire la parole. Ils sont là pour interdire la parole. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, mais pour moi, ce ne sont pas des méthodes démocratiques. Quant au reflux dans les sondages, effectivement, ça dépend de quel sondage on regarde. Si on regarde Harris Interactive, qui était celui qu'on regardait depuis le début, il est toujours à 17%. Si on regarde l'Institut Elab, il est à 12%, mais il n'était pas plus, il était à 13%, je crois, dans ce même sondage. Donc attention à cet effet de loupe qui veut mettre tout ce qui se passe dans le même panier, qui veut finalement mélanger des choses qui ne sont pas mélangeables, mettre tout ça dans un cocktail et vous servir un verre qui vous dit finalement tout est fini. Moi, je crois que c'est trop tôt pour le dire. Bien sûr. Voilà. Et ça vaut d'ailleurs pour tous les candidats. Il est bien mais trop encore tôt. Une fois, c'est inadmissible. Est-ce que lorsque Jean-Luc Mélenchon se déplace dans une ville ou dans un pays, est-ce que vous avez des milices d'extrême droite qui sont là pour l'attendre, pour jeter des pierres et des... C'est mieux que ça, on met sa tête sur des arbres, on vise et on tire dessus. Les soi-disant antifascistes sont en réalité les fascistes, et très souvent, ils ont la complaisance du pouvoir macroniste qui est là, en tout cas, qui ne fait rien pour les arrêter ou pour les mettre hors d'état de nuire, contrairement à Génération Identitaire, où là, ça s'était plié en quelques jours. Jean Messia. Non, mais je veux dire, quand j'entends des choses sur ce plateau, je suis assez halluciné. Par exemple, lorsqu'on nous dit Éric Zemmour, il n'est pas proche des gens, il n'arrive pas à parler des gens, avec les gens, etc. Excusez-moi, mais ou qu'effectivement, il n'a pas d'expérience politique et que la politique, c'est un métier. Venant de la part d'une macroniste, Madame Laputée, ça me fait doucement rigoler. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas d'expérience politique. Dans la mesure où, justement, c'est pas mon Emmanuel Macron est aussi très lointain. Emmanuel Macron est très impopulaire lorsqu'il se déplace. Les premières personnes qu'il rencontre sont les premières à dire que c'est quelqu'un qui a une grande humanité bien sûr, mais et qui sait bien échanger. On a eu une rencontre avec des sages-femmes très récemment qui l'a prouvé. On a filtré les invités à l'entrée. Ils ont essayé justement de prouver le contraire. Elles ont dit elles-mêmes, lorsqu'il a rencontré des sages-femmes très récemment, à l'invitation de François Ruffin, quand même de la France Insoumise, elles l'ont rencontré, elles ont échangé avec les yeux dans les yeux, et elles ont été les premières à dire que le président fait preuve d'une très grande humanité. Et on le voit très régulièrement sur le terrain. Qu'Éric Zemmour montre cette capacité également. Quand vous triez les gens sur le volet et que vous filtrez les gens et que vous préparez tel un village Potemkin, des gens préparés tous pro-Macron qui viennent dire à Emmanuel Macron ce qu'il a envie d'entendre. Excusez-moi, je suis désolé, c'est pas des manifestations spontanées, c'est pas des déclarations spontanées. Tout ça est préparé, cousu de fil blanc. Vous êtes en train de dire que François Ruffin est un complice de la Macronie, qui fait partie de la Macronie maintenant. Emmanuel Macron, lorsqu'il se déplace, je vous parle de François Ruffin là. C'est les villages Potemkin. Je vous parle des personnes qui arrivent avec François Ruffin en délégation. En délégation. C'est un exemple. Allez voir Éric Zemmour dans ses meetings. Allez voir Éric Zemmour dans ses meetings. Allez voir les queues qu'il y a à l'extérieur. Non, mais justement, vous allez voir des gens et effectivement, mieux que chez Ruffin. D'accord. Vous avez tenu un quart d'heure. Oui, mais parce que c'est parce que quand il est gêné, c'est non, pas du tout. Remettez pas une pièce dans la machine. En fait, juste un dernier mot. Zemmour est en train de faire dans le camp national ce qu'Emmanuel Macron a fait dans votre camp. Partir de nulle part et essayer de faire quelque chose. Vous avez et aller nulle part, je l'espère. Oui, mais alors justement, vous voulez parler de Macron ? Oui, on est allé nulle part. Oui, vous avez raison. C'est Jupiter ou Jupitérion. Non, ça c'est une référence au variant Omicron.
Il est descendu de l'Olympe. Non, mais moi, je suis plutôt d'avis de penser, effectivement, comme Paul Melun, que Emmanuel Macron, lui, a voulu réinstaurer justement cette jupitérisation de la fonction présidentielle. Je le disais, on se souvient au Mont-Valérien, tu ne m'appelles pas Manu. Et certains, effectivement, l'ont soutenu parce que c'est un retour de l'ordre, du respect. Et peut-être que là, il brise un peu ce qu'il a fait auparavant lui-même. Pas du tout. Non, mais je ne veux pas chercher la polémique là-dessus. Entre adultes, on se met d'accord. Je veux dire, un jeune qui arrive et qui l'appelle Manu, ça ne se fait pas. Oui, d'autres fois, d'autres l'ont appelé Manu, ça ne l'a pas dérangé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... on est sur la base des conventions sociales entre nous. Oui, non, mais vous avez sans doute raison. Les conventions sociales à cette échelle ne sont peut-être pas les mêmes qu'à la nôtre. Je pense qu'on en fait vraiment beaucoup. Oui, pardon, je voulais faire 3 minutes. Vraiment pas grand-chose. Je pense, non, c'est très important au contraire, parce que je pense que, en fait, ni Emmanuel Macron, ni d'une certaine façon le pape ne sont des individus. C'est-à-dire que lorsque Emmanuel Macron est un individu qui parle à un autre individu, je suis d'accord avec vous. Là, ce sont deux institutions qui se rencontrent. Le président de la République n'est pas... je dirais un être n'est pas simplement dépouillé de sa présidence. C'est pas Emmanuel Macron l'homme, c'est le président de la République française, c'est celui qui incarne la nation. Et donc effectivement, c'est pas Emmanuel Macron, on peut le tutoyer dans la vie de tous les jours, sa famille peut le tutoyer, ses amis peuvent le tutoyer, mais en tant que président de la République, c'est la France. Et donc la France, on la tutoie pas de façon notre logiciel, quoi. Alors, en l'occurrence, c'était l'inverse. C'est ce que ça m'inspire. Quant au socialisme, je veux dire, excusez-moi, mais le socialisme, il est pulvérisé politiquement. Le socialisme, a géré la France alternativement avec les Républicains depuis une quarantaine d'années. Il fait partie d'une de ces tours jumelles que Emmanuel Macron a pulvérisé politiquement en 2017. Donc aujourd'hui, le Parti socialiste, idéologiquement, il est mort. Financièrement, il est mort aussi, puisque vous vous rappelez, il a été obligé de vendre son siège historique rue de Solferino pour aller se loger je ne sais où. Aujourd'hui, il n'a plus on veut plus le financer. Personne veut financer Hidalgo, et pour cause, parce que aucune banque n'est assez folle pour prêter une candidate dont ils estiment qu'elle peut ne pas dépasser les 5%. Donc, je veux dire, politiquement, financièrement, le socialisme en France est mort de sa belle mort. J'ai entendu mon nom à la fête de l'humain. Ah bon? Oui, parce que Médine a fait scander par la foule nique la mère de Jean Messia. C'est élégant. C'est pas bien pour votre... C'est vous qui faites des photos avec les rappeurs. Et bien sûr, les progressistes étaient les premiers. Les progressistes étaient les premiers à hurler en disant au scandale. Bien sûr, mais tout le monde a été invité à la fête de l'humain. Voilà. Charles Trenet chantait Douce France à la fête de l'humanité. Et maintenant, on a des gars qui chantent Tout le monde déteste la police. C'est vous dire quand même le déclin de la gauche, c'est 40 ou 50 dernières années. Mais on n'est pas prêt de voir Jean Messia invité à la fête de l'humanité. En tout cas, je ne pense pas. Mon nom y est scandé, c'est déjà ça. Mais c'est trop. Ce serait problématique. Je pense que l'arrivée du Covid a généré une grande peur dans la population, une peur sanitaire, que le gouvernement s'est bien gardé d'ailleurs de calmer depuis le début. Et on sait très bien que lorsque, dans les grandes périodes de l'histoire où il y a des peurs, on a tendance à faire bloc derrière les personnes qui tiennent le pouvoir à ce moment-là. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le Covid apparaît comme étant le meilleur allié d'Emmanuel Macron pour la campagne de 2022. Quand on nous dit effectivement que peut-être qu'on ne pourra pas se réunir, faire des meetings, donc faire une campagne normale, finalement ça arrange qui? Je veux dire, c'est pas Emmanuel Macron et les candidats progressistes qui remplissent les salles aujourd'hui. Non, mais après, il n'a pas remis le virus sur le terrain. Non, mais d'accord. Donc si vous voulez, le nouveau variant Omicron devrait être rebaptisé Omacron. Voilà, il a fait sa vanne. Ça faisait 1h30 qu'il attendait le moment pour faire sa blague. Il l'avait écrit. Contentez-vous de rigoler et de pas commenter les circonstances dans lesquelles la vanne est arrivée. Non, mais ce que je voulais dire. On s'en tient aux déclarations pour le moins alarmistes, si vous voulez, qui se multiplient depuis quelques jours. Je ne suis pas... Alors, évidemment, en relatif, on peut toujours dire qu'on a un peu mieux géré que les autres. Après, vous savez, entre ce qui relève des résultats de la politique qui est menée et du hasard, si vous voulez, aussi des Français. Et du comportement des Français et du hasard de la propagation. Je suis pas. On sait dire quand même. Il est quand même assez difficile. Non, mais il est assez difficile. Quand ça va mal, effectivement, on peut l'imputer difficile d'isoler le personnel politique. Il est assez difficile. Quand ça va bien, effectivement, on peut aussi féliciter le bon comportement des Français. Pardon, Jean. Il est assez difficile d'isoler, dans la situation actuelle qui paraît un peu plus positive qu'ailleurs, eh bien le résultat
directe de la politique d'Emmanuel Macron. Pas de pandémie, la vérité. La pandémie, elle apparaît parce que justement, nous avons une sorte de malthusianisme hospitalier qui a empêché de régler correctement en aval, effectivement, tous ceux qui étaient contaminés, en particulier ceux qui ont été en réanimation. Mais si effectivement la France avait les moyens, avait gardé les moyens de faire face de manière clinique hospitalière à l'ensemble de ces cas, je veux dire, quand on regarde les chiffres... C'est plus une crise hospitalière pour vous qu'une crise sanitaire. Oui, parce que quand on regarde le taux de mortalité, si vous voulez, même par tranche d'âge, c'est un taux de mortalité qui est sans rapport et sans commune mesure avec les taux de mortalité de ce qu'on a appelé dans l'histoire des épidémies et des pandémies. On n'a peut-être pas les moyens de 2021 aussi. C'est epsilonesque. C'est pas la grippe espagnole en pleine guerre mondiale. Ça va de 0,001 pour les tranches d'âge il y a eu quand même un pic de mortalité en 2020 qui est remarquable. Non, attendez. Le taux de mortalité des moins de... C'est global. Oui, mais même global, c'est de 0, quelque chose. C'est du 0, quelque chose. Donc c'est epsilonesque. C'est un taux de mortalité infinitésimal. Et moi je pense, à contrario de Frédéric Durand, que l'identité est une question fondamentale et primordiale. Une parmi d'autres. Non, mais d'accord. Mais quand vous ne savez plus qui vous êtes, là où vous êtes, je veux dire, la question du pouvoir d'achat et la question de ce que vous avez dans le frigo, pour importante et primordiale qu'elle soit, passe en second plan. Et Emmanuel Macron, en fait, le talon d'Achille d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a rien à répondre à cette première priorité qui est le malaise identitaire français. Le talon d'Achille de Zemmour, c'est qu'il n'a que ça en bouche. Non mais attendez, ça n'est pas vrai. Mais non, ça n'est pas vrai. C'est ce que se plaisent à croire. C'est ce que se plaisent à croire ces détracteurs. Mais en réalité, Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, comme tous les candidats du Front National, ils vont avoir un programme. Attendez qu'ils aient un programme, qu'ils détaillent leur programme sur l'économie, sur l'Europe, etc. Sur la retraite, sur toutes ces questions sociales. Elle se prononce. D'accord, la retraite à 60 ans qui fait entre 20 et 80 milliards d'euros, si vous voulez, personne n'y croit à ça. Ça, c'est une mesure purement démagogique. D'accord. Donc il faut travailler jusqu'à 67. Non, mais les Français ne seront pas d'accord. On verra. Je crois que si la France a entre 20, 30, 40 milliards d'euros en rab, c'est certainement pas la retraite à 60 ans qu'il faut qu'elle les consacre. Il faut qu'elle les consacre à donner un coup de fouet à sa compétitivité et à régler le différentiel de compétitivité avec l'Allemagne pour que nous puissions créer des emplois, créer des richesses et nous donner les moyens de financer un État-providence de qualité. Vous savez, quand vous faites ouvrier agricole ou maçon et qu'on va vous demander de travailler jusqu'à 67 ans... Non, c'est pas autre chose. Si, parce que ça, c'est toujours autre chose. Non, mais la pénibilité doit être prise en compte, ça, je suis d'accord avec vous. Non, mais oui, mais on n'en parle absolument jamais. Donc, tous ces gens-là qui vous allez dire la retraite est à 67 ans, vous allez voir s'ils penseront que la question d'identité est première à cette question-là. D'accord. Ils ne le penseront pas. Dites à un banquier ou à un journaliste qu'il faut qu'il prenne sa retraite à 60 ans, il aura exactement la même réaction. Je vous parle des millions d'employés et d'ouvriers de ce pays. Mais il y a d'autres millions de personnes qui ont des emplois qui leur plaisent et qui veulent continuer à travailler. 18 millions d'employés et 6 millions d'ouvriers dans ce pays. On a oublié. Je suis d'accord avec ça. La notion, on a tort d'enfermer la notion d'identité à la stricte culture. Là, en fait, il y a une identité française qui est protéiforme. Elle concerne évidemment notre culture, notre manière de vivre, notre manière d'être, notre langue, mais on a aussi un modèle social qui est spécifiquement français, l'État-providence français. On parlait d'ailleurs, de ma génération, on parlait de service public à la française. Au moment de la construction, dans les années 90, de l'Union économique et monétaire, il y avait cette notion-là, comme si parce que les services publics ne sont pas les mêmes partout. Donc vous voyez que on a une identité française qui est à la fois identitaire, si je puis dire, mais qui est aussi économique, sociale, et qu'il faut effectivement protéger et préserver. Or, Emmanuel Macron n'a aucune réponse à attacher, parce que lui a été le grand déconstructeur. Un des grands déconstructeurs de la culture française, de l'identité française, par son laxisme migratoire, mais aussi par ses déclarations. Quand vous avez un président de la République qui vous explique, même s'il est revenu dessus, que la France n'a pas de culture, qu'il n'existe pas de culture française, et que dans un meeting, il dit « je vois des Sénégalais, des Marocains, des Algériens, et tout ça c'est la France », je suis désolé, ce président est hors de France, pour ne pas dire anti-français. Gardez vos... La technocratie européenne a fait preuve d'une imbécilité sans limite qui a consisté à dire non à toute tentative de la Grande-Bretagne de négocier le statut de l'immigration européenne en Grande-Bretagne. Donc en fait, la question de l'immigration en Grande-Bretagne est une question brûlante et elle le reste puisque c'est ça qui avait précipité le vote oui au Brexit en Grande-Bretagne. Donc Boris Johnson, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand même lui qui avait été un des artisans du Brexit, qu'il a ensuite mis en œuvre. Boris Johnson se plie à la volonté du peuple britannique et défend les intérêts du peuple britannique. Nous avons un pouvoir
qui, effectivement, ne défend pas les intérêts français. Il ne défend pas, et notamment sur la question de l'immigration, en raison du logiciel que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire un logiciel libre-échangiste et aussi immigrationniste, parce qu'en réalité, le problème de Calais et de tous les migrants qui s'entassent sur le littoral du nord de la France, il vient d'où ? Ce n'est pas des martiens qui tombent du ciel du jour au lendemain. C'est alimenté par un flux continu d'immigration qui arrive par le sud. Donc tant qu'on n'a pas mis effectivement un holà au flux d'immigration qui arrive par le sud, on se condamne à ne jamais pouvoir en fait vider la Grande Sainte, la jungle de Calais, etc. C'est un éternel recommencement. Donc en fait, si vous acceptez de laisser ouvert votre frontière au sud, eh bien... Et si au nord, la Grande-Bretagne, protégeant ses frontières, elle, ne veut pas de l'immigration, ben vous vous condamnez à avoir une masse de migrants en permanence entassés sur le littoral, prêts à partir. Quant au drame qui s'est produit en mer, c'est tragique, la mort d'êtres humains. Mais encore une fois, je ne vois pas au nom de quoi on devrait culpabiliser les Français de ce drame. Les premiers responsables de ce drame, ce sont les passeurs et ce sont les migrants eux-mêmes, puisque les migrants eux-mêmes sont des gens connectés comme vous et moi, qui savent que des drames peuvent se produire et qui, malgré tout, à leur risque et péril, continuent de prendre la mer, alors qu'en France, on peut quand même espérer, s'ils ont fui les dangers comme les progressistes ne cessent de nous le répéter, eh bien, en France, ils ne sont pas en danger de mort. Donc rien ne les oblige non plus à risquer leur vie pour partir en Grande-Bretagne. Je suis plutôt favorable à ça, mais ça s'apparente à des barrières. Attendez, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que... quand vous me dites les murs n'arrêteront pas, ne seront pas totalement hermétiques et qu'il y aura tout de même des gens qui continueront à le passer, je veux bien admettre cette idée. Mais c'est pas parce qu'une politique n'obtient pas le résultat idéal qu'on pourrait avoir dans un paradis théorique qu'il ne faut pas la mettre en œuvre. Entre effectivement le flux minimaliste que laisserait passer un mur ou une frontière et la passoire que nous sommes aujourd'hui, admettez quand même qu'il y a des marges appréciables de progrès. Je suis d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, nous expliquer que parce que le mur ne serait pas parfaitement étanche et de toute façon serait impuissant à arrêter toute immigration, une immigration zéro, c'est un prétexte pour ne pas le faire. Ça me semble quand même un raisonnement particulièrement hasardeux, surtout dans d'autres domaines. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez remettre des murailles autour de la France ? Vous voulez faire quoi ? Non, je veux effectivement qu'on rétablisse des frontières qui permettent de filtrer effectivement l'immigration, de la réduire. Frontières intérieures de votre côté. Bien sûr, parce qu'en fait, on nous dit qu'il faut renforcer Frontex, mais le problème de Frontex n'est pas seulement un problème de moyens, c'est un problème d'idéologie. Quand vous lisez la feuille de route les objectifs qui sont assignés à Frontex, c'est pas du tout de limiter l'immigration. Mais après, on peut avoir... C'est au contraire d'accompagner les migrants pour favoriser leur insertion, pour leur montrer le chemin de toutes les aides auxquelles ils peuvent prétendre, etc. Donc Frontex n'est pas la solution au problème. Frontex, c'est le problème. En tout cas, c'est une partie du problème.